L'avenir du cloud gaming et de l'e-sport. Julien Piot, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Julien Piot, enseignant-chercheur à INSEC Business School. Absolument. Cloud gaming et e-sport, c'est là qu'on voit qu'il y a un changement de génération. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut m'expliquer, c'est quoi? Pour être très simple, on va commencer par l'e-sport, c'est peut-être le plus simple. L'e-sport, c'est quoi? C'est l'organisation de compétitions autour de jeux vidéo à succès, tels que Fortnite, tels que FIFA ou autre Halo. Donc, organisation de compétitions virtuelles sur la base de jeux virtuels et un business model qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'organisation de compétitions sportives ou de poker. Et le cloud gaming, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir jouer à des divertissements vidéoludiques en s'exonérant de tout terminal physique chez soi, parce que l'objectif, en fait, c'est de jouer par abonnement à des jeux qui sont stockés sur des serveurs distants et une puissance de calcul qui est elle-même stockée sur des serveurs distants, ce qui est rendu possible par tout simplement la pénétration à grande échelle de l'Internet à très très haut débit dans les foyers. Alors, ce que vous nous dites dans un chapitre consacré à l'analyse prospective du devenir de l'industrie à l'ère du dématérialisé, vous nous dites qu'il y a un tempo précis, en fait. Il y a un tempo précis que le numérique impose un petit peu aux industries culturelles. Oui, parce que pour avoir travaillé sur cette question, je me suis rendu compte que finalement, que l'on parle de musique, que l'on parle de films et demain de jeux vidéo, la dématérialisation finalement s'est faite selon un tempo vraiment précis. Globalement, si je schématise, c'est quoi? C'est d'abord une offre en marge, complètement illégale. On se souvient de Napster pour la musique, on se souvient de Emule par exemple pour pouvoir échanger des films de façon dématérialisée complètement dans l'illégalité. Puis l'apparition rapidement de spécialistes, par exemple ça a été iTunes pour la musique, ça a été Deezer et Spotify pour la musique également, puis ça a été Netflix et demain Hulu ou Apple TV pour les films. Et à la fin de la course, de l'illégal au légal, et puis finalement changement de business model, puisqu'on passe de la vente ou du téléchargement illégal à l'acte, à des systèmes d'abonnement où finalement on ne détient plus l'objet culturel en propre, mais on l'utilise et on l'écoute et on le regarde à travers des serveurs distants. Et pour les jeux vidéo, on pourrait suivre exactement le même tempo, parce que effectivement les premières offres légales de cloud gaming vont être mises en place par Google très récemment avec Stadia, par Microsoft à travers son offre xCloud, et on pourrait imaginer que on ait exactement la même dynamique et le même type de business model qui se met en place, c'est-à-dire le passage d'une économie quelque part de marge commerciale, où il s'agit de vendre un jeu fini et d'appliquer une marge commerciale, à un produit de rente, où il s'agit en fait de capter des joueurs par la mise en place d'un abonnement et de les retenir le plus longtemps possible, parce que le cœur de la compétition aujourd'hui, c'est sur l'attention. Là, il y a un concept qui devient majeur, c'est une microtransaction. C'est la microtransaction, pourquoi? Parce qu'à une époque où vous pouvez finalement compléter un jeu à travers des téléchargements additionnels, qu'il s'agisse d'avoir un avatar un peu plus joli, qu'il s'agisse d'avoir accès à des niveaux supplémentaires ou des pouvoirs supplémentaires, les éditeurs ont compris qu'une des manières de pouvoir rentabiliser leurs jeux vidéo, ce n'est plus de vendre un produit fini, mais de vendre un produit, ou voire même de l'offrir, ce produit de base, et derrière de demander aux joueurs de compléter un petit peu l'expérience de jeu à travers des microtransactions qui vont leur donner finalement accès à des contenus additionnels. Et ces microtransactions aujourd'hui, elles sont complètement indissociables du business model des jeux vidéo. La plupart des jeux vidéo aujourd'hui utilisent de façon plus ou moins forte ces microtransactions, et parfois ça peut poser des problèmes au niveau du droit, notamment lorsqu'il s'agit de lootbox. Les lootbox, vous voyez ce que c'est, Jean-Philippe? Non, les lootbox, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coffres au trésor virtuels dans lesquels des récompenses sont cachées, sauf que ces récompenses sont inconnues du joueur au moment de l'achat de cette dite lootbox. Donc les lootbox, lorsqu'on les regarde de façon extérieure, on se croirait face à un jeu de hasard et jeu d'argent, parce que en contrepartie d'une somme monétaire qui est dépensée par le joueur,
eh bien, on a un gain qui est hypothétique, à la valeur hypothétique, à la valeur d'échange également, et puis qui peut aussi engendrer des risques d'assuétude face au profil à risque. Et donc, c'est la raison pour laquelle certaines juridictions, notamment en Belgique, les ont interdits au titre, finalement, du fait que les éditeurs de jeux vidéo n'ont pas d'agrément particulier pour pouvoir vendre des jeux d'argent et de hasard, ce qui met en fait en péril toute l'économie du secteur. Et c'est là que moi je m'interroge dans cet article et je m'étonne en tant qu'économiste. Ça fait furieusement penser aux cartes Panini. Aux cartes Panini ou plus encore aux cartes Magic, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau finalement à ce type finalement de business model complémentaire dans le jeu vidéo. Sauf que dans le cas de Magic, c'est le business model tout court. Et moi je m'étonne en tant qu'économiste qu'un jeu comme Magic ou Panini puisse être autorisé quand un autre, sous prétexte qu'il utiliserait un canal de vente différent, puisse faire l'objet d'une interdiction. On peut imaginer que ça fasse jurisprudence, justement, d'aller chercher ces jurisprudences-là pour... C'est pas impossible. Bien. Évidemment, un sujet majeur, les paris. Ah, les paris. Les paris, fatalement, lorsqu'on parle de si on parle e-sport, par monétisation, exemple, notamment des parties e-sport, absolument. Finalement, il faut peut-être reprendre la chose par le commencement. On a des acteurs du jeu vidéo qui cherchent à se diversifier, qui ont des stratégies d'intégration verticale pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. L'e-sport se développe. Et finalement, ce qui rapporte le plus d'argent dans l'e-sport, ce n'est pas l'organisation des compétitions, c'est leur diffusion sur des plateformes qui massifient les audiences. Et aujourd'hui, il y a un oligopole sur ces plateformes. C'est Twitch, c'est Mixer et c'est YouTube Live, respectivement détenus par Amazon, Microsoft et Google, no usual suspects. Ces acteurs-là ont compris qu'il y avait un réel engouement autour des diffusions live ou différées d'ailleurs, des compétitions d'e-sport et qui pouvaient monétiser cette attention à travers, du coup par clic, modèle publicitaire assez classique. Alors oui, évidemment, parmi ces acteurs-là, on a des acteurs qui vont très vite se demander comment est-ce qu'ils arrivent à avoir encore un outil de diversification supplémentaire. Et oui, si l'e-sport se développe et il se développera, fatalement, les joueurs vont avoir très rapidement envie, de façon massive, à placer des paris autour de ces pratiques sportives nouvelles, de la même manière qu'ils placent déjà des paris sur des pratiques sportives nettement plus traditionnelles et anciennes. Et là, encore une fois, le droit va devoir trancher, parce qu'aujourd'hui, la prise de paris sur les parties d'e-sport est interdite, quand bien même elle a une existence, malgré tout, illégale. On revient au début de l'interview, parce qu'elle passe aujourd'hui par des circuits offshore, par des VPN qui empêchent la traçabilité des transactions, mais elles existent, techniquement elles sont possibles. Eh bien oui, évidemment, on a des acteurs aujourd'hui intégrés qui pèsent très lourd dans le game et qui vont avoir très vite envie de pouvoir dire « et nous on a un partenariat avec tel ou tel bookmaker et vous allez pouvoir passer vos paris sur l'e-sport ». Parce que c'est une pratique qui existe déjà et c'est une pratique que nos joueurs vont nous demander de pouvoir mettre en place de façon transparente et accessible à travers nos plateformes de jeu. Et donc, nous, on a toujours œuvré en faveur de nos clients, en faveur de nos joueurs. On va mettre en place, que ça vous plaise ou non, ce type de pari. Alors, il y a là un parallèle assez intéressant à faire avec ce qui s'est passé dans les années 80 à 90, lorsque il y a eu une vague de libéralisation du jeu en casino aux États-Unis. Et les observations qu'on a pu avoir, a posteriori, les enseignements qu'on a pu en tirer, ils sont de deux ordres. Le premier enseignement, c'est il y a une prime au premier entrant. Et le deuxième enseignement, c'est lorsque un État décide de libéraliser, cela incite très fortement les États limitrophes. Oui. Exactement, il y a un effet de propagation, de contagion limitrophe. Donc, moi, j'observe avec des yeux très candides et aucun jugement de valeur que de premières juridictions européennes, en Allemagne, en Angleterre par exemple, ou en Suède, commencent à desserrer l'étreinte sur le marché naissant des paris e-sportifs. Je me demande, de façon encore une fois candide et sans jugement de valeur, si la France ne devrait pas très rapidement légiférer sur cette question, parce qu'on ne pourra pas l'éviter, et ce qu'on ne peut pas éviter, il faut l'embrasser. William Shakespeare. 2016-2017, je crois que les paris étaient évalués dans le e-sport à plus de 50 milliards de dollars. Merci Julien Pillot. Merci Jean-Philippe.